Je vois qu'il y a pas mal de vidéastes et de photographes. Donc du coup, pour faire un diminutif, je vais appeler ça des VP, vidéastes, photographes. Donc depuis quelque temps, je vois qu'il y a pas mal de fois où ils se posent la question, si je devais recommencer, qu'est-ce que j'utiliserais? Si je devais recommencer en 2026 ou en 2025, bon bref, tu connais, chaque année, on vient te dire, oui, si tu devais commencer la vidéo, qu'est-ce que tu ferais? Mais je me suis posé la question différemment. Je me suis demandé, si je devais tout recommencer à zéro en 2026, est-ce que je prendrais le même chemin? La Flow Family, bonjour, bienvenue sur Who Are You? Tu connais déjà le principe. Dès que tu vois ma tête apparaître sur ta page d'accueil YouTube, tu sais que tu vas passer un bon moment. Donc, tu as été chercher ton café, ton petit thé, ta boisson énergétique, ce que tu veux, ok? Et tu t'assois, on va passer un bon moment. J'espère avant tout de commencer que tu es abonné. Tu fais partie de ce pourcentage de ceux qui s'abonnent, qui ont la notification, qui ont mis la cloche, qui commentent, qui partagent, ok? Let's go. Alors, tout d'abord, la raison pour laquelle je me suis posé cette question, c'est que je me suis dit, est-ce que avec tout ce qu'on a comme matériel, comme technique, comme conseils, comme vidéos que tu vois sur YouTube, des gens qui te disent comment faire pour faire grandir ta marque, comment faire pour trouver des clients, comment faire pour trouver le bon matériel, comment faire, voilà, tu as des gens qui te donnent pas mal de conseils sur la plateforme de YouTube, Instagram et même TikTok. Je me suis dit, si moi je devais recommencer tout à zéro maintenant, ben est-ce que je ferais les mêmes choix? Est-ce que je prendrais le même matériel? Est-ce que j'aurais la même vision des choses? Est-ce que j'aurais les mêmes réactions? Est-ce que je choisirais les mêmes types de prestations vidéo à faire? Est-ce que je ferais toujours de la vidéo et de la photo en même temps? VP, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je recommencerais tout à zéro, mais à zéro, ou je utiliserais les notions que j'ai, les connaissances que j'ai acquis, et avec ça, on part sur une nouvelle manière de voir les choses. Donc, pour réaliser cette question et pour arriver à une réponse, voilà ce qu'il m'a fallu faire. Il a fallu que je me dise, est-ce que d'abord, je pars sur le principe que je garde mes connaissances et juste je recommence à zéro, ou je recommence à zéro sans rien connaître du tout. J'ai trouvé que c'était intéressant de faire la deuxième partie, qui veut dire que si aujourd'hui là, je décidais de me lancer dans la vidéo, voilà, sans avoir toutes les connaissances que j'ai avant, ok, est-ce que je choisirais toujours les mêmes choses? Est-ce que je prendrais le même matériel? Par exemple, là, on va faire le truc tout de suite. Actuellement, ma caméra principale, c'est la Blackmagic 6K Pro, ok, un Super 35, pas stabilisée, pas d'autofocus, et elle est super lourde. Mais si je devais recommencer aujourd'hui en 2026, est-ce que je choisirais toujours la Blackmagic 6K Pro? Alors déjà, on va voir les avantages de cette caméra-là. Je vais te donner les avantages que je sais qui sont utiles sur cette caméra pour l'avoir déjà utilisée. Ok, tout simplement, la qualité de l'image, la facilité d'utiliser l'interface et le fait que le bureau, franchement, pour l'avoir utilisé assez souvent, c'est ce que je maîtrise le plus en termes de, si je peux dire, codec. Voilà, sur les caméras, j'ai testé du Nikon, j'ai testé du Sony, j'ai testé du Canon. En termes de colorimétrie, j'arrive mieux à me débrouiller sur le bureau de la Blackmagic que sur, par exemple, que ce soit le Vlog ou le H-Log ou le Cinema 3 de chez Sony. Canon, je connais pas trop puisque j'ai vraiment arrêté d'utiliser les Canon. Mais voilà, en termes de colorimétrie, je préfère largement la caméra et le format bureau qu'on a sur Blackmagic. Cependant, on est sur une page où on est totalement honnête, authentique, vrai et direct. Si je devais recommencer aujourd'hui en 2026, je choisirais pas la Blackmagic 6K Pro. What? Bro, what are you talking about, man? Pour une, voire deux raisons. Je pense que j'irai directement sur Lumix. Je sais, j'irai directement sur un S1 ou un S1 mais en tout cas, j'irai sur Lumix. Parce que Lumix a été la marque que j'ai vraiment utilisée le plus et avec lequel j'ai énormément grandi en tant que vidéaste. Donc, si j'avais recommencé aujourd'hui, je pense que je serais allé directement chez Lumix. Parce que on part du principe, comme j'ai dit tout à l'heure, que je n'ai pas les notions d'aujourd'hui et que je recommence en 2026. Et quand je regarde les specs et quand je regarde ce que propose Lumix aujourd'hui en 2026, en termes de praticité, franchement, imbattable. J'ai le GH5, ok? Donc, le GH5 a énormément d'avantages. Écran orientable, le fait de pouvoir avoir du Vlog dessus, la stabilisation, les batteries, on a une entrée HDMI, une entrée casque, une entrée retour,
une entrée écouteur. Quand je dis retour, tu vois, c'est les vraies entrées HDMI, une entrée USB-C. Et j'ai déjà tout ça sur un GH5. Alors imagine ce que ça donne avec le S1. Ça doit être une dinguerie. Autofocus, double slot, stabilisation, la légèreté, le poids. Donc imagine que si je recommence aujourd'hui, effectivement, je ne pense pas que je prendrai ma CK Pro. Je pense que je prendrai un Lumix S1 ou un Lumix S1 II, voilà, honnêtement. Et pour la stabilisation, pour tout ce qui est gimbal, pour tout ce qui est avoir besoin de faire du mouvement, alors je sais que maintenant les boîtiers sont super bien stabilisés, on peut vraiment faire du ninja walk ou même courir avec certains trucs. Tu stabilises derrière sur ton logiciel, que ce soit DaVinci ou Premiere Pro ou Final Cut, ça je sais que c'est possible. Cependant, le fait de pouvoir monter en 120, 50, voire bref, pour pouvoir filmer à main levée, ça te retire énormément de chic, en tout cas de vibration. Je t'explique, quand je filme à main levée, j'essaie de monter au maximum framerate, ma vitesse, qui veut dire que je ne shoote pas en 25 images par seconde, j'essaie de monter sur du 30, voire du 50, voire du 120, quitte après, quand je fais l'export, de passer en 25. Ça permet que mes images soient le plus stabilisées que possible. Quand je mets la petite touche de stabilisation après sur DaVinci, parce que c'est DaVinci que j'utilise. Donc pourquoi je te dis que je passerai sur le S1.5, voilà, et mais sur la stabilisation, je resterai sur le RS3 Pro. Parce que le RS3 Pro, si aujourd'hui il arrive à supporter ma Blackmagic CK Pro, il peut supporter très facilement un Lumix S1 ou un Lumix S1 II, voilà, bref, t'as capté. Donc je partirai toujours sur le rig parce que je trouve que c'est vraiment la manière la plus confortable pour filmer, que ce soit du run and gun, que ce soit pour faire du court-métrage, que ce soit ce que tu fais. Je trouve que ce support-là, cette manière-là d'avoir la stabilisation, pouvoir tenir à main levée et pour se déplacer et sans avoir forcément besoin d'avoir dessus un fly ring, un fly case, une easy rig, pardon, je mélange les deux. Ça me permet de pouvoir avoir des mouvements smooth, ok, et pas trop d'à-coups et d'être plus stable. Je préfère largement tenir la caméra sur ce type de poignée-là plutôt que de l'avoir, tu vois, à la main comme ça et être obligé d'avoir près du corps les bras, bref, ou un peu plus éloigné parce que si c'est trop près de ton corps, le moindre de tes mouvements, bref, ça dépend. Chacun a sa manière de pouvoir filmer, mais moi j'aime bien justement utiliser la cage de chez Tilta. Ça c'est la basique, parce que la basique il n'y a pas les poignées avec les télécommandes, mais je me suis commandé une poignée avec télécommande justement pour utiliser avec la Blackmagic, parce que justement comme tu n'as pas le fait d'avoir l'autofocus dessus, tu mets directement la poignée ici avec la même commande que tu retrouves ici, tu retrouves sur la poignée, tu mets ici ton nucléus ou tu mets directement le follow focus qui va avec de chez DJI. Et puis après, le compte est bon. Donc, en termes de stabilisation, je prendrai encore un RS3 Pro. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est matériel. Bien évidemment, je prendrai un écran incurvé. Bref, toute cette partie-là, c'est une partie technique qui n'est pas le fond principal de pourquoi je me suis posé cette question-là. Pour moi, le vrai fond, c'est au-delà du matériel, est-ce que j'aurais fait les mêmes choix en termes de réalisation, en termes de positionnement en tant que VP, vidéaste, photographe. Je pense que j'aurais pas fait cette erreur-là de me mettre sur les deux casquettes sur un tournage ou sur un événement parce que c'est juste impossible. Alors, je m'explique. C'est pas que c'est impossible, mais il faut faire des concessions et des sacrifices et le problème c'est que il suffit qu'un seul truc foire et tout le reste peut partir en vrille, tu vois. Donc, vaut mieux faire soit de la vidéo, soit de la photo. Et je pense que si j'avais tout recommencé à zéro en 2026, après avoir choisi mon équipement, je choisirais d'être soit photographe, soit vidéaste sur un événement. Je ne ferai pas les deux en même temps. J'ai déjà essayé de faire les deux en même temps. Des fois, il faut sacrifier ce que tu fais en vidéo au détriment de la photo. Et des fois, ce que tu fais en photo, il faut le sacrifier et le faire en vidéo. Et ça m'arrivait souvent qu'on me dise « Oui, mais c'est dommage qu'on n'ait pas ça en photo. » Du coup, j'explique, je peux vous faire une capture d'écran. C'est ce que je faisais généralement. Je fais une capture d'écran de l'événement. Je fais une petite colorimétrie un peu plus stylée qui se rapproche un peu plus d'une photographie et je l'inclus dans les différentes photos. Mais ça se voyait que c'était une photo prise. Les gens sont un peu exigeants. Donc c'est là que je me suis dit, bon, comment faire ? Je me suis équipé avec deux GH5
Et quand je fais de la vidéo, du coup, je mets 2 GH5 et moi, je filme avec ma Blackmagic CK Pro parce que j'arrive à les faire matcher un peu plus qu'avec, par exemple, le Sony. Mais le problème, c'est que si tu fais ça et que tu fais en même temps de la photo, tu te mets une balle dans le pied. Donc, je pense que vraiment, ce que je ne ferai pas, le chemin que je ne prendrai pas, si je devais recommencer en tant que VP aujourd'hui en 2026, c'est d'avoir les 2 multiples casquettes, photographe et vidéaste en même temps. C'est avantageux pour le client, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que lui, il voit, oui, il a 1 pour le prix de 2, il a une personne qui fait 2, mais le truc, c'est que tu es obligé de mettre un prix de ouf, parce que tu dois obligatoirement prendre un assistant. Tout seul, je te promets, il y en a qui arrivent, hein, mais demandez-leur comment ils s'en sortent et est-ce qu'ils vont faire ça pendant toute leur carrière. Je ne pense pas qu'ils vous diront oui. Parce que tu peux pas faire photo et vidéo et avoir un résultat de ouf. En tout cas, sur une longévité. Tu peux le faire sur quelques événements, mais pas sur des gros événements à la journée. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui arrive, en commentaire, dis-moi, donne-moi sa page, je m'inspire de lui, je le contacte, on a une discussion. Ça serait intéressant que je puisse avoir un retour de quelqu'un qui était dans la même configuration, mais qui dit non, oui, on peut le faire, c'est possible, c'est bien, c'est la meilleure chose à faire. Ah, je pense pas. Je pense pas que être VP sur un événement, c'est une bonne chose. Vidéaste, photographe. Donc, disons que toi, aujourd'hui, tu décides en 2026 de te lancer dans une carrière de créateur de contenu, de vidéaste ou de photographe, ok? Et que tu veux aussi ouvrir une chaîne YouTube. Ce que je te préconise de faire, n'écoute pas ce qui se dit. Si tu veux ouvrir une chaîne YouTube pour parler de vidéos, pour parler de ta vie en tant que VP, vidéaste, photographe, fais-le. On en a besoin. On a besoin d'avoir sur cette plateforme des gens qui se mettent derrière leur caméra pour parler tout simplement de la vie d'un VP, en fait. Pas seulement le matériel, pas seulement être là pour montrer quel matériel sort, qu'est-ce qu'il faut acheter et être un peu une vitrine pour les marques. Oui, c'est bien, il faut en avoir, mais je trouve qu'il y en a un peu trop depuis quelques temps. Voilà, depuis ces 3 dernières années, tout le monde est passé de ce côté-là et il n'y a pas assez de personnes qui font de la vidéo sur la vie même, qui veut dire l'envers du décor, le derrière la caméra, le côté émotionnel, le côté mental, les sentiments, ce que ça peut générer, les burn-out que ça peut faire, comment s'en sortir, comment faire quand tu arrives face à des échéances et que tu les... Voilà, toutes ces choses-là, ce serait bien qu'on ait un peu plus de personnes qui osent se mettre en avant sur ce genre de situation. Moi, de mon côté, je continuerai à être cette page Who Are You qui te pose ces fameuses questions de quel est ton art, ok, et qui te pousse un peu plus dans tes retranchements à te poser les mêmes questions que je me pose et en espérant que les réponses que j'y apporte pourront être bénéfiques et utiles. Moi, de mon côté, je terminerai sur ça. Si je devais tout recommencer encore une fois à zéro, est-ce que je prendrais le même chemin? Je pense que oui. Je prendrais le même chemin. Je pense que si aujourd'hui je recommence à faire et je me lance dans le milieu de la photo, vidéo, je prendrai le même chemin. Trouver des événements qui me plaisent. Mais je pense que je m'axerai beaucoup plus sur la musique. Et je pense que je m'axerai beaucoup plus sur le backstage, parce que c'est vraiment les choses que j'aime bien faire. J'aime bien être plutôt dans l'ombre à filmer tout ce qui se passe autour. La liberté de pouvoir se déplacer, d'aller voir les gens, de capturer les moments que généralement on ne voit pas. Parce que parfois tu arrives, tu regardes un clip ou bien tu regardes un événement musical et tu as le résultat final. Mais je trouve que c'est bien aussi d'avoir toutes les implications qu'il y a avant. Comment certains sont stressés, comment ils y mettent du cœur à l'ouvrage, comment toute l'énergie qu'ils mettent pour ceux qui vont faire passer les câbles, ceux qui vont mettre la lumière, ceux qui vont brancher les caméras, ceux qui vont monter les stands, toutes ces personnes-là qu'on ne voit pas et qu'une fois la chose est terminée et que la chose est consommée, on a le wow de l'artiste, mais on oublie qu'il y a énormément de monde derrière qui sont actifs pendant le show et qui tournent à plein régime. Et je vais axer ça par exemple sur nos moments de louange que nous avons dans nos églises ou quand c'est retransmis sur YouTube où tu as une belle qualité d'image, une belle qualité de lumière et de son. Ben, n'oublie pas qu'il y a des gens qui, pendant que toi tu es en train de kiffer ton moment, il y a des gens derrière qui sont en train de limite s'arracher les cheveux, en train de tourner à droite et à gauche et qui parfois ne peuvent pas profiter
de ce moment-là. Donc, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir leur avis, d'avoir leur point de vue. Et c'est ce que tu vas retrouver sur la page Au Déclic sur le reste de l'année, où je mets beaucoup plus en avant ces gens-là, musiciens, artistes, ceux qui font le son, les gens de la lumière, les organisateurs ou organisatrices, toute personne qui contribue à ce que le moment puisse se passer au mieux. Donc, n'oublie pas de t'abonner, de liker, commenter, de partager et active la cloche. Sinon, tu rates. Allez, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Tchuss.